Le 10 juin 1837 sont inaugurées à Versailles les galeries historiques du château, c'est-à-dire le nouveau musée qui est dédié à toutes les gloires de la France. Et à cette inauguration sont conviés les grands noms du monde des arts, des sciences, des lettres, parmi lesquels Balzac, Alexandre Dumas, Victor Hugo, qui ont fait ne pas venir parce que Alexandre Dumas réclamait la Légion d'honneur et menaçait de ne pas venir à l'inauguration s'il ne recevait pas la croix. Alors, Victor Hugo est solitaire de son camarade et in extremis, Alexandre Dumas reçoit la croix. Ils sont donc présents tous les deux à l'inauguration, tous les deux en grand uniforme d'officier de la guerre nationale. Et lors de l'inauguration, ils rencontrent le roi Louis-Philippe. Et Victor Hugo a cette phrase célèbre et très courtisane. Victor Hugo dit à Louis-Philippe qu'à ce beau livre qu'est l'histoire de France, Louis-Philippe vient d'offrir une magnifique reliure qui s'appelle Versailles. C'est une manière de rendre hommage, et c'était le discours officiel, à Louis-Philippe qui est, soi-disant, le sauveur du château, transformé de château en musée. C'est intéressant parce que Balzac n'est pas du tout du même avis. Il aura des mots assez sévères vis-à-vis de ce musée qui est dédié à toutes les gloires de la France et qui serait l'hôpital des gloires de la France. Il dit même à Madame Anska que Versailles ne vaut rien comme art. On voit bien que dès le début, il y a une différence d'appréciation du musée qui tient à la tension entre le politique et l'esthétique, puisque Versailles est à la fois un musée d'art, c'est-à-dire un musée qui est conçu pour des raisons patrimoniales, artistiques, pédagogiques aussi, mais c'est aussi un musée d'histoire, c'est-à-dire un musée qui doit, par l'image, raconter l'histoire de France, par la peinture, par la sculpture. C'est le récit national qui est censé être illustré, et donc il s'agit d'orienter l'histoire de France, d'élucider la signification qui est donnée à l'histoire nationale, et on comprend dès lors à quel point ce musée, dès l'origine, est un musée politique. Si bien que, pour bien comprendre ce musée et ses logiques, il faut revenir sans doute d'abord à l'origine même des musées en France, et à la notion même de patrimoine, à la définition de laquelle beaucoup d'acteurs de l'inauguration de 1837, Victor Hugo, François Guizot, ont joué un rôle vraiment majeur. Le premier musée, en fait, il faudrait revenir à un autre palais que Versailles. C'est le palais du Luxembourg. En 1750, pour la première fois, des galeries sont ouvertes en permanence pour le public, avec des collections qui sont extraites des collections royales. Alors c'est une expérience qui va durer 30 ans, jusqu'en 1780, lorsque le Luxembourg est donné au comte de Provence, le frère de Louis XVI, le futur Louis XVIII, et le comte de Provence, en 1780, arrête cette ouverture au public. Donc les collections reviennent à Versailles, et assez rapidement, on commence à imaginer de créer au Louvre un muséum des arts. Alors c'est pas un hasard, puisque depuis assez longtemps, le Louvre n'est plus un palais, c'est-à-dire qu'il n'est plus un lieu de résidence pour le roi et sa famille et la cour, ce n'est plus un lieu d'exercice du gouvernement, mais déjà un lieu, disons, de résidence d'artistes. C'est là aussi où les salons des artistes sont organisés, si bien qu'il est assez logique d'y installer un musée, et il est prévu à partir de 1185 d'organiser dans la grande galerie du Louvre un muséum. Alors il revient en fait à la Révolution, en 1793, d'inaugurer cette grande galerie du Louvre. Et il y a ce très très beau tableau d'Hubert Robert. Donc ce très beau tableau de Hubert Robert est peint alors qu'Hubert Robert est conservateur dans ce nouveau musée du Louvre. Et Hubert Robert, par ce tableau, ne crée pas seulement un pastiche architectural, cela correspond à un véritable projet pour le nouveau musée. Donc au-delà d'un Louvre idéalisé, fantasmé, rêvé, c'est une véritable réflexion sur ce que doit être le musée, avec cette grande verrière qui permet un éclairage zénital de l'observation des œuvres. Et finalement, c'est cette solution qui effectivement est retenue
pour le musée du Louvre, un peu plus tard, sous les auspices de l'architecte Fontaine. C'est l'aspect que la Grande Galerie du Louvre a aujourd'hui. Et Fontaine est aussi l'architecte, avec Frédéric Neveu, de la Galerie des Batailles à Versailles. Et on a vu effectivement sur le tableau précédent que c'est également cette solution de la verrière qui est retenue pour la galerie. Ainsi, il y a une vraie gémellité à la fois dans le geste architectural entre la Galerie du Louvre et la Galerie des Batailles de Versailles, mais aussi dans l'intention, dans la mesure où il s'agit bien d'offrir au public de façon permanente des œuvres d'art qui sont donc offertes à leur admiration. Et dans un premier temps, lorsque le musée du Louvre ouvre en 1793, à Versailles, la situation est très différente, puisque le château est progressivement vidé, le mobilier est vendu aux enchères, notamment sur le marché de l'art et le marché de l'art britannique. Mais pour les tableaux, une partie reste à Versailles, une autre part pour Paris, pour le Louvre, et il est choisi une solution en 1796, qui est confirmée en 1797, de créer à Versailles un musée spécial de l'école française, avec cette idée qu'il y aurait les tableaux français issus des collections royales à Versailles, et au Louvre, les tableaux issus des collections étrangères. Malgré tout, cette solution dure assez peu de temps, puisque Napoléon, comme Louis XVIII, comme Charles X, ont la volonté de redonner à Versailles sa fonction initiale, c'est-à-dire le fait que Versailles était une résidence royale, une résidence impériale, elle serait pour Napoléon. Mais finalement, cette idée qui a engagé un grand nombre de projets d'architecture n'aboutit pas pour des raisons qui sont liées au coût absolument prodigieux des travaux, mais également au fait que le régime impérial, puis le régime issu de la Restauration, ces deux régimes se sont effondrés. Cela explique que c'est Louis-Philippe, en 1830, exactement en 1833, date à laquelle les travaux sont lancés, il revient à Louis-Philippe de transformer ce château en musée et de lui donner, en un sens, son attribution définitive. Ainsi, on pourrait dire que ce château de Versailles transformé en musée est tout à fait emblématique d'un processus qui est celui de la patrimonialisation, c'est-à-dire le fait qu'il y ait un changement de pratique des lieux. Le château devient un musée, ce qui était un lieu de résidence devient un signe du passé national, c'est-à-dire qu'il se transforme en monument, en ce qui est institué comme les signes du passé. Donc pour comprendre ce mouvement de basculement, il faudrait rappeler cette date fondatrice de la notion de patrimoine, qui est le discours de l'abbé Grégoire à la Convention en 1794, discours dans lequel Grégoire a ce mot qui est la surveillance. Il est confié aux citoyens la surveillance du patrimoine de la nation. En d'autres termes, le rôle est donné aux citoyens de protéger leur propre patrimoine. La nation doit protéger, doit conserver, doit transmettre le patrimoine, c'est-à-dire de ce qui, dans le paysage, a construit l'idée même de nation en France. Mais cette idée, qui est une idée nouvelle, qui n'est pas unique en Europe, en France, puisque d'autres pays d'Europe partagent cette même idée, ce n'est pas du tout une évidence. Et en 1825, Victor Hugo écrit un pamphlet retentissant qui est Guerre aux démolisseurs. On voit bien que cette notion de patrimoine à conserver n'est pas du tout encore inscrite dans les pratiques. Il se trouve que cette génération, à laquelle appartient Victor Hugo, elle est au pouvoir en 1830. Et ça explique que sous Louis-Philippe, dès 1830, il y ait cette vague de fonds en faveur du patrimoine, avec en 1830 la création de l'inspection des monuments historiques, à laquelle Mérimée donnera une impulsion tout à fait fondamentale. Et puis en 1837, l'année de l'inauguration de Versailles, c'est la commission des monuments historiques qui dresse une liste des monuments à protéger et donc dont il faut financer la restauration. On voit bien que ce musée de Versailles, il est dans un contexte nouveau et qui est propice à la mise en valeur, à l'exposition publique d'œuvres d'art qui sont considérées désormais pour leur valeur patrimoniale. Et on peut se demander pourquoi à ce moment-là en particulier. Pourquoi ces années 1830 sont aussi
fondatrice pour la notion même de patrimoine. Il faut peut-être aller un peu au-delà de l'Europe même, au-delà de la France, pardon, à une échelle européenne, puisque en 1832, au palais Madame à Turin, le palais royal est transformé en pinacothèque. En 1838, donc juste après Versailles, Hampton Court ouvre ses galeries historiques. Rosenborg, au cœur de Copenhague, ouvre également son château au public. Il y a ainsi un phénomène qui n'est pas seulement culturel, mais qui est lié à quelque chose qui est absolument fondamental pour l'Europe de ces années 1830, c'est que nous sommes au cœur de la création des identités nationales, dans des pays qui sont encore souvent des monarchies, et le souverain fonde désormais sa légitimité sur un aspect qui est très nouveau, qui est que le souverain, il incarne la nation, et il incarne l'histoire nationale. On voit bien dans ce dispositif à quel point le musée est un outil absolument fabuleux pour le pouvoir, puisque le musée peut permettre justement de décrire cette histoire de la nation, de mettre en image l'histoire de la nation que le monarque prétend précisément incarner. Cela explique que dans toutes les monarchies constitutionnelles, en France, dans le Piémont, au Royaume-Uni, au Danemark, il y ait cette création presque simultanée des musées d'histoire qui doivent mettre en valeur le souverain qui lui-même est patrimonialisé au même titre que ses œuvres d'art, c'est-à-dire que les œuvres, le souverain, les uns et les autres, incarnent l'esprit national. Ainsi, en plus d'être un projet patrimonial, Versailles est de façon absolument cruciale et primordiale, et c'est un deuxième aspect du musée, un projet dynastique. Un projet dynastique où le roi doit montrer par ce château, transformé en musée, que sa dynastie s'incorpore dans la longue histoire de la France. C'est le sens à donner à un tableau qui a été l'objet d'un grand nombre de copies par la lithographie. C'est le tableau d'Horace Vernet qui représente Louis-Philippe avec ses fils. Ce tableau permet à Louis-Philippe, en un sens, de préciser le projet qu'il a eu pour Versailles, puisque ce tableau est la mise en scène de son appartenance à la longue histoire de la France, avec en arrière-plan le château de Versailles, qu'il a transformé en musée, qui est le Versailles à la fois de l'Ancien Régime, que Louis-Philippe a connu bien sûr dans sa jeunesse, qui est le château, après tout, de ses ancêtres, les Bourbons. Louis-Philippe était très fier de sa ressemblance qu'il cultivait avec Louis XIV, puisque sa mère est la petite fille du comte de Toulouse, qui est le fils de Louis XIV et de Madame de Montespan. Et cette ressemblance physique supposée était tout à fait cultivée sciemment par Louis-Philippe, qui lui permet de s'inscrire dans la longue lignée de la famille capétienne. Une lignée donc inscrite dans le temps long de l'histoire, et qui est prolongée par sa propre descendance, puisque Louis-Philippe n'est pas seulement un prince de la Maison de France, c'est aussi un prince fondateur d'une nouvelle dynastie, la dynastie des Orléans, et donc sur ce tableau il est avec ses fils, pour un tableau qu'on pourrait qualifier de rétrospectif, puisque l'aîné, le prince royal, est déjà décédé depuis 4 ans, en 1842. Ce que Louis-Philippe veut montrer ici, c'est sa descendance prolifique qui est censée, pour le temps long du futur, asseoir une dynastie qui est une dynastie constitutionnelle. Cette idée de temps long, la dynastie, qui s'inscrit dans l'histoire de France, c'est une idée force du musée de Versailles et qui explique que la salle de 1830, la salle qui est consacrée au tableau de l'arrivée au pouvoir de Louis-Philippe et de sa famille, c'est une salle qui est dans le prolongement de la Galerie des Batailles, comme si l'aboutissement de l'histoire de la France était naturellement l'arrivée d'une nouvelle dynastie qui résume, qui récapitule la totalité de l'histoire de la France. Donc cette salle de 1830, pour cette salle, un grand nombre de tableaux ont été commandés, des tableaux de grand format, notamment un tableau d'un peintre très apprécié de Louis-Philippe, qui est le peintre Deveria. Ce tableau de Deveria est un tableau qui appartient, sinon à la propagande, en tout cas à la communication monarchique, qui a pour but de montrer que Louis-Philippe est arrivé au pouvoir par le vœu national, que sa dynastie n'est pas ex nihilo, mais que non seulement elle est l'héritière des rois qui ont fait la France,
mais que cette nouvelle dynastie, elle est appelée, c'est un récit, disons, de fiction, hein, que la nation tout entière a appelé au pouvoir Louis-Philippe. C'est la raison pour laquelle, dans cette date de 1830, l'acteur de la Révolution est moins le peuple, qui est assez peu présent. On n'a pas tellement ce peuple à la Michelet. C'est plutôt l'idée d'une nation qui n'est jamais vraiment définie ni représentée, qui appelle au pouvoir le roi. Donc le tableau majeur de cette représentation, c'est en quelque sorte le sacre de Louis-Philippe, c'est-à-dire la cérémonie du 9 août 1830, cérémonie par laquelle le roi Louis-Philippe prête serment à la charte. La charte constitutionnelle qui a été réécrite, révisée, et qui pour Louis-Philippe est le document indépassable du régime, qui est le document par lequel le régime est fondé de façon définitive. Et Louis-Philippe, ici sur le tableau, entouré de sa famille, entouré des représentants de la nation, Louis-Philippe prête serment de respecter toujours la charte nationale. C'est un moment qui est, pour ainsi dire, fondateur du régime de la monarchie de Juillet, et c'est pour l'anniversaire de ce régime, de cette naissance, 2 ans plus tard, le 9 août 1832, que Louis-Philippe donne en mariage sa fille Louise au roi des Belges. Alors je mets en avant cet événement parce que Versailles s'inscrit également dans des fêtes matrimoniales, des fêtes dynastiques, puisque le musée de Versailles, qui est donc un projet dynastique, est un moment des fêtes qui sont prévues pour le fils aîné de Louis-Philippe lorsqu'il se marie en 1837. Ce mariage est l'espoir de la perpétuation de la dynastie, et le musée, son inauguration, sont conçus comme étant des moments de cette fête dynastique, pour bien montrer que la perpétuation de la dynastie, eh bien, elle s'accompagne d'un retour sur son histoire, et que le roi qui fonde un régime constitutionnel, eh bien, c'est un roi qui prétend récapituler toutes les expériences politiques de la France. Et c'est le rôle qu'il donne à la dynastie qu'il vient de fonder. Cette volonté de faire de Versailles un projet dynastique explique l'investissement personnel absolument considérable de Louis-Philippe dans ce projet, qui se rend sur place très régulièrement. Nous en avons la preuve, puisque l'architecte Neveu a laissé ce qu'on appelle le journal, mais qui est en fait un compte-rendu de toutes les visites que Louis-Philippe a faites à Versailles, et qui détaille bien, la part prise par le roi dans les moindres détails de l'organisation du nouveau musée. Donc Louis-Philippe aime pour ce musée à s'entourer de personnalités de confiance. L'intendant, bien sûr, de la liste civile, hein, qui est Montalivet, l'architecte Fontaine. On est vraiment dans le cercle proche du roi Louis-Philippe pour des motifs qui tiennent à sa volonté de contrôler cette vision qui est donnée de sa nouvelle dynastie. Néanmoins, il s'agit quand même d'élucider quelle est cette légitimité dynastique au fond. Parce que nous avons pour l'instant évoqué cette idée de vœu national qui porte le roi au pouvoir, l'idée également de la continuité dans l'histoire capétienne, mais ce n'est pas que cela. Bien sûr, la propagande monarchique incite beaucoup sur cette idée de double appartenance. La race de Saint-Louis et 1789, Louis-Philippe va rappeler très souvent qu'il a combattu à Jemappes, qu'il a combattu à Valmy, mais sa légitimité repose aussi sur d'autres aspects, illustrés par l'image à Versailles, et on peut le voir sur plusieurs tableaux différents. Depuis très longtemps, la légitimité du monarque en Europe repose sur le fait qu'il est un roi de gloire. Et cette idée a été renouvelée par les guerres de la Révolution et de l'Empire, et Louis-Philippe se confronte à cette légende impériale. Le problème, c'est qu'en 1830, Louis-Philippe il veut apparaître comme le roi de paix en Europe, celui qui, sur le terrain européen, garantit la paix internationale. Alors comment on joue sur les deux tableaux? Eh bien, ça se joue sur le terrain extra-européen, puisque Louis-Philippe a hérité en quelque sorte de la conquête de l'Algérie en 1830, et tout un aspect de la communication royale porte sur les conquêtes en Algérie, pour montrer à la population française à quel point le roi est capable de s'illustrer, de faire illustrer les gloires de la France sur le terrain militaire, et cela explique la place très importante qui est prise dans le musée de Versailles par les tableaux de la conquête de l'Algérie, et par exemple le tableau d'Horace Vernet, qui est l'un des plus grands de la peinture française, qui représente, nous sommes là en 1843, qui représente
une conquête tout à fait récente, avec cette prise de la Smala d'Abdelkader, un tableau bien sûr qui s'inscrit dans la veine orientaliste, mais qui est plus que cela, puisque au-delà de l'aspect presque pittoresque que l'on veut donner d'un combat qui est presque déréalisé, hein, on est loin de l'horreur des combats, il y a tout un jeu qui est fondamental, des dynamiques et des couleurs qui est beaucoup plus importante que l'horreur même des combats, mais il ne faut pas oublier qu'au-delà de cet aspect de recherche artistique, Vernet, qui reçoit la commande de Louis-Philippe, il doit faire du tableau un tableau de communication, un tableau de la propagande officielle, qui est de montrer à quel point la nation France, eh bien, elle s'étend par-delà la Méditerranée. Et c'est un tableau qui est d'autant plus connu qu'après, sa représentation est diffusée, notamment par la lithographie. C'est un premier aspect de la légitimité du roi, en plus d'être appelé par le vœu national et l'héritier du passé national, eh bien, il est le roi conquérant. Mais un roi conquérant hors d'Europe, puisque en Europe même, il est le garant de la paix. Il y a une quatrième source de légitimité, là aussi illustrée par plusieurs tableaux à Versailles, sont les tableaux qu'on pourrait qualifier de tableaux scientifiques. Louis-Philippe se présente comme non seulement le protecteur des arts, mais aussi le protecteur des sciences. C'est un prince qui est élevé dans l'esprit des Lumières, par Madame de Genlis, et un prince aussi très attaché à la modernité, notamment de ces temps de la révolution industrielle, et ça explique qu'il est très à l'écoute de toutes les nouveautés. Il aime à rappeler lui-même les voyages qu'il a accomplis à travers le monde, au Cap Nord, aux États-Unis, et Louis-Philippe est un prince aussi très bavard, qui explique pendant des heures à ses invités ses voyages, son expérience personnelle, et cela explique un grand nombre de tableaux qui sont commandés par Louis-Philippe pour le musée, qui doivent montrer des aspects, on pourrait quasiment dire ethnographiques, du monde contemporain. Le tableau qu'il a commandé à Karl Girardet, qui est l'un de ses peintres préférés, nous sommes en 1846, est une sorte de musée dans le musée. Ce tableau représente le palais des Tuileries, dans lequel vit Louis-Philippe et sa famille, et il assiste à un musée vivant, qui est un musée américain, d'un peintre qui est George Catlin, qui a fait venir en Europe un musée vivant indien. C'est un tableau qui est très ambigu, parce qu'il mélange à la fois l'aspect très condescendant vis-à-vis du bon sauvage, qu'on montre en exposition, mais qui est plus complexe que cela, étant donné que Catlin est un véritable ethnographe qui a compilé les coutumes, les traditions, notamment vestimentaires, des populations indiennes d'Amérique, avec cette conscience que ces cultures étaient en train de disparaître. Et cette volonté de compiler ces cultures, il a voulu les diffuser hors des États-Unis, et notamment en France, en déplaçant son musée indien. Et Louis-Philippe, par ce tableau, veut montrer qu'il est tout à fait intéressé par à la fois ses travaux scientifiques et par cette nouveauté du musée vivant qui a en Europe un succès tout à fait considérable. Le fait de commander le tableau pour Versailles montrait bien que Louis-Philippe veut apparaître comme le protecteur des sciences et de toutes les nouveautés de la modernité. En parallèle de ce grand projet scientifique, un autre aspect, notre source de sa légitimité, c'est d'apparaître de façon, on pourrait dire, assez traditionnelle comme le protecteur des arts, et notamment le protecteur, évidemment, de l'architecture et des tableaux du musée même. Pour illustrer ce propos qui est finalement l'axe majeur de la communication monarchique à Versailles, on ne peut que songer au tableau de Winterhalter que Louis-Philippe lui a commandé pour le musée de Versailles. Ce tableau de Winterhalter, qui date de 1839, lui aussi abondamment diffusé par des copies et par la lithographie, est un tableau qui est une sorte de tableau d'état, de tableau d'apparat. Cela explique que, par exemple, Louis-Philippe figure sur un grand rideau cramoisi qui fait office de dais, selon une iconographie très ancienne et très courante dans les tableaux d'état. L'originalité, c'est qu'en guise de régalia, Louis-Philippe est entouré des objets qui montrent sa protection des arts, et notamment la création même du musée, avec ce plan d'architecture qui est par devers lui. En arrière-plan, nous sommes dans la Galerie des Batailles, nouvellement inaugurée depuis 2 ans, et Louis-Philippe, près de lui, a une réduction de la statue de Jeanne d'Arc,
qui est également dans le musée de Versailles, mais qui n'est pas n'importe quelle Jeanne d'Arc. C'est une statue de sa fille, qui est sculpteur, Marie d'Orléans, et qui a représenté une héroïne d'Orléans. Non pas de la famille d'Orléans, mais bien sûr la pucelle d'Orléans. Mais évidemment, on voit bien que le film joue sur ce lien entre la famille d'Orléans et cette héroïne qui, au fond, est celle qui a combattu pour le roi que le peuple s'est choisi, de telle sorte que Jeanne d'Arc est une sorte d'allégorie de la monarchie de Juillet. Et la monarchie de Juillet a abondamment utilisé cette figure de Jeanne d'Arc pour représenter ce projet dynastique qui est la dynastie qui sauve la France, qui sauve la nation France. Pour cette raison, la statue de Jeanne d'Arc a été copiée en réduction de plâtre, en céramique, en fonte de fer. C'est un véritable objet de masse qui a participé de la diffusion de l'idée dynastique telle que la concevait Louis-Philippe. On voit bien par ce tableau qu'au-delà de l'idée dynastique qui est inscrite dans le projet de Versailles, le projet, en plus d'être patrimonial, est plus largement politique. Puisqu'au fond, le discours est le suivant: la monarchie de Juillet est le meilleur des régimes pour la France, et que la monarchie de Juillet, pas seulement la dynastie, mais le régime constitutionnel, est comme l'aboutissement de la longue histoire de la France. Le discours est très téléologique, comme si, naturellement, presque providentiellement, la monarchie de Juillet était l'aboutissement de la longue construction de la nation. Ce projet politique qui est à Versailles montre que la monarchie de Juillet récapitule toutes les expériences politiques de la France, depuis Clovis jusqu'à Napoléon. Et c'est une histoire qui est une histoire de héros, une histoire des grands chefs. On aura assez peu à Versailles le peuple qui porte l'histoire nationale, mais plutôt la distinction de quelques individus, des héros, des grands personnages, les grands hommes, qui sont donc illustrés par la peinture et par la sculpture à Versailles. Donc les œuvres commandées pour le château forment un peuple national qui est en quelque sorte capacitaire, censitaire à l'image du régime, où le suffrage est restreint, où on montre de la nation qui se construit et qui dirige l'action. La grande geste nationale, elle est fondée uniquement sur les grands hommes. D'ailleurs, je dis hommes à dessein, puisque les femmes sont, par le musée, assez peu présentes dans les collections du château, en tout cas dans cette période de la monarchie de Juillet. Donc, ces grands hommes qui forment le peuple de la nation sont donc l'objet de tableaux, et je me propose de vous en présenter quelques-uns qui correspondent à différents moments de l'histoire que la monarchie de Juillet prétend après résumer en sa constitution propre. Cette vision censitaire, si l'on peut dire, de l'histoire, qui met en avant quelques grandes figures de l'histoire, elle commence notamment, en plus de Pharamond, qui est cet ancêtre légendaire de la Maison de France, elle commence surtout par Clovis, avec ce tableau dans la galerie des batailles, de la bataille de Tolbiac, où ici Clovis apparaît comme un résumé de la monarchie française, la monarchie conquérante, la monarchie victorieuse, celle qui est guidée par le geste providentiel. Et de façon assez étonnante, Louis-Philippe peut apparaître aussi comme ce nouveau Clovis. Après tout, Clovis est un roi franc qui a été élu. C'est le roi élu aussi, selon la coutume franque, par le vœu du peuple, de telle sorte que, assez étrangement, cette bataille de Tolbiac, elle peut participer de ce message diffusé par Louis-Philippe, qui est que la monarchie de Juillet, elle est dans le prolongement des grands moments, des grandes heures de l'histoire de France. Cela dit, Clovis n'est pas la figure centrale de la communication monarchique. Jeanne d'Arc, moins aussi, finalement, si l'on pense à la figure qui est, là aussi étonnamment, la figure centrale, qui est la figure de Saint-Louis. Saint-Louis qui est, naturellement, la figure tutélaire des Capétiens, qui est l'ancêtre dynastique, le saint ancêtre dynastique, mais il est plus que cela pour Louis-Philippe, et cela explique le très grand nombre de tableaux commandés par Louis-Philippe sur ce thème, qui renvoie à sa propre famille, mais aussi à la vision que lui-même a de la fonction monarchique dans un régime constitutionnel. On le voit notamment par un tableau qui est peut-être le plus réussi de la galerie des batailles, c'est le tableau de Delacroix,
sur la bataille de Taillebourg. Ce tableau de Taillebourg, donc une bataille de 1242, est composé par Delacroix en 1837 pour l'ouverture de la galerie des batailles, et Delacroix, comme Balzac, a été très sévère vis-à-vis du château en disant que finalement ces galeries historiques, elles dénaturaient son propre travail artistique. Donc Delacroix avait une haute idée de ce tableau, qui est assez original puisque le sujet du tableau n'est pas un tableau de croisade à laquelle Saint-Louis a participé, et pour cause, puisqu'il y a à Versailles une salle qui est spécifiquement dédiée aux croisades. C'est la raison pour laquelle le tableau d'une bataille du règne de Saint-Louis choisi pour la galerie des batailles est une bataille sur le terrain européen, une bataille qui est menée contre le roi d'Angleterre et les grands féodaux. Alors pourquoi ? C'est aussi une allégorie de la monarchie de Juillet. Saint-Louis qui combat le roi d'Angleterre et les grands féodaux, c'est une image d'un roi soutenu par son peuple contre l'ordre ancien. On est toujours dans un rapport à l'histoire qui interprète l'histoire du passé comme étant ce combat permanent de la nation portée par son roi, nation qui a choisi son souverain et qui combat les préjugés, qui combat l'ordre ancien. Donc ce tableau de Taillebourg, et au même titre que la statue de Jeanne d'Arc que nous avons vue tout à l'heure, fait partie de cette propagande monarchique qui doit instituer l'idée parmi la nation que la monarchie de Juillet est le meilleur des régimes et le régime naturel de la France. Ce tableau a été après l'objet d'un carton pour des vitraux, enfin un vitrail pour la nécropole de Louis-Philippe, qui est une nécropole dynastique dont les tableaux notamment sont consacrés à Saint-Louis, ce qui montre bien à quel point Louis-Philippe se pose en héritier de Saint-Louis. Pas seulement son ancêtre dynastique, mais aussi parce que Saint-Louis, c'est le roi législateur, et que Louis-Philippe, il se présente comme le roi selon la charte, le roi qui respecte le pacte avec la nation. C'est la raison pour laquelle, à Tunis, sur le lieu où Saint-Louis serait mort, sur ce qui est désormais appelé le mont Louis-Philippe va faire bâtir, quelques années après, une chapelle en mémoire de cet ancêtre qui est le protecteur du régime constitutionnel qui est créé en 1830. Cet attachement à la figure de Saint-Louis, on le voit donc très bien dans la nécropole des Orléans à la chapelle royale de Dreux, d'une part, mais aussi dans la salle des croisades qui est dédiée aussi à cette grande geste nationale en Terre Sainte, où Saint-Louis n'a pas forcément d'ailleurs la place principale, puisque dans ces salles des croisades, Louis-Philippe a voulu honorer d'autres héros que les héros de la monarchie, ce sont les héros de la vieille noblesse française, que Louis-Philippe veut s'attacher pour asseoir davantage sa légitimité. Et effectivement, les grandes familles dont le nom remonte au-delà des croisades ont voulu avoir leur nom inscrit dans la salle des croisades du château. Ce sont moins les grands noms de la vieille noblesse française que lui veut mettre en avant au musée de Versailles. Les principaux héros qui sont privilégiés dans les salles du musée, notamment dans la salle de 1792, sont les héros de la Révolution. Alors pourquoi la Révolution, alors que jusqu'alors il y a surtout des questions de la France monarchique? C'est que Louis-Philippe non seulement veut réconcilier la France de l'Ancien Régime et la France de la Révolution, mais Louis-Philippe se présente lui-même comme un héros de la Révolution française, et toute une partie du discours officiel ne cesse de rappeler que Louis-Philippe a été un combattant des armées révolutionnaires, qu'il a été officier lors de la bataille de Valmy en 1792, un moment de transition entre la monarchie constitutionnelle et la naissance de la République. Et c'est la raison pour laquelle un tableau de Cognet représente Louis-Philippe en officier, alors qu'il est un jeune officier de la Révolution, tableau qui peut sembler assez étonnant pour un prince qui, par ailleurs, est un fils de régicide et qui a tout fait pour qu'on oublie le plus possible cette macule qui tâche cette nouvelle dynastie à qui on rappelle régulièrement que son illégitimité tient au fait que son père a voté la mort du roi de France. Donc cet épisode, évidemment, n'est pas du tout représenté au musée du château de Versailles, mais en revanche, Louis-Philippe, officier, qui a gagné ses galons de gloire militaire au combat, ça fait bien l'objet d'une toile à part entière entre son meilleur ennemi, si je puis dire, qui est Lafayette. Donc ce tableau de Louis-Philippe en officier, dans la salle de 1792, est tout à fait emblématique de cette communication par l'image
qui doit montrer que parmi tous ces héros qui ont fait la France, il y a bien sûr les héros contemporains, la plupart sont encore vivants à ce moment-là, sont les héros de la Révolution et de l'Empire. Ce qui est un jeu un peu dangereux pour Louis-Philippe, car plusieurs salles du musée de Versailles le confondent directement à la légende impériale, et on sait bien qu'en 1840, le retour des cendres de Napoléon de Sainte-Hélène vers Paris, que Louis-Philippe espérait capter à son profit le prestige, et bien ça a plutôt eu l'effet inverse dans la mesure où ça a relancé le mythe impérial au détriment de la monarchie de Juillet. Cela dit, Louis-Philippe a tout à fait conscience qu'il doit bien à la fois se confronter et accaparer l'héritage impérial, et c'est l'une des raisons pour laquelle il y a bien sûr dans la salle du Sacre le fameux tableau de David. Le tableau du Sacre par David, un tableau de 1808, et le tableau choisi par Louis-Philippe pour Versailles, qui est aujourd'hui au musée du Louvre. Le tableau du Sacre qui est aujourd'hui à Versailles n'est pas celui choisi par Louis-Philippe. Donc ce tableau original, confronte directement Louis-Philippe à la mémoire de Napoléon, dans un jeu de rivalité et d'appropriation. On n'oubliera pas que après l'inauguration du musée de Versailles le 10 juin 1837, Louis-Philippe revient à Paris. Dans quel carrosse? Dans le carrosse du Sacre de Napoléon, avec cette idée que Louis-Philippe reprend à son compte l'action de l'empereur, au même titre que les différents moments de la longue histoire de la France, sans omettre aucun moment, y compris celui de l'Empire, avec lequel Louis-Philippe était en confrontation directe. Il avait une détestation de la famille Bonaparte et la crainte, évidemment, qui pouvait s'avérer largement avérée, de complot de la part de la famille de Napoléon pour lui prendre son trône, dont il considère qu'il est le trône providentiellement dédié à la dynastie d'Orléans, qui doit, pour le temps long du futur de la France, garantir le régime constitutionnel. Tout ce discours d'une nation fabriquée par des héros depuis les temps les plus anciens de la monarchie jusqu'aux guerres de la Révolution et de l'Empire, ce discours qui est par l'image, par la peinture, par la sculpture à Versailles, il n'est pas seulement au musée, parce qu'il est diffusé après par tout un ensemble de publications qui vont détailler, comme des guides du visiteur, les différents tableaux qui sont au château, et ces guides sont parfois illustrés. On pense notamment à cette fabuleuse entreprise éditoriale qui est le musée de Versailles par Charles Gavard, qui va lithographier un ouvrage de très grande qualité, les tableaux du château, et ces tableaux sont accompagnés de commentaires, notamment par Jules Janin, qui est véritablement l'historiographe de Louis-Philippe, et qui raconte une histoire de la France qui est orientée selon cette volonté politique de montrer la monarchie de Juillet comme le meilleur des régimes. Dans ce dispositif, on peut se demander quel est l'intérêt artistique du musée, qu'en est-il du projet artistique, qui est pourtant tout à fait réel, parce que cette diffusion de l'image pour des motifs, on l'a vu, dynastiques et politiques, contribue aussi à diffuser des œuvres d'art. Vous avez des visiteurs qui viennent au château pour voir les œuvres pour elles-mêmes et non pas seulement pour suivre le discours du monarque. Donc cette diffusion des images, elle est tout à fait fondamentale, parce que non seulement on la trouve dans des ouvrages, par des lithographies, mais ce sont aussi les images qui ont peuplé les manuels scolaires. Et finalement, l'école de la Troisième République, notamment, a abondamment puisé dans ce qu'on pourrait dire ce réservoir d'images du musée de Versailles pour offrir aux écoliers une histoire de France en images qui est directement issue du projet de Louis-Philippe. Donc toutes ces images de l'histoire que nous avons dans nos mémoires, elles viennent directement du projet initié en 1833-1837. Et parmi ces images, bien sûr, il y a des œuvres d'art de tout premier plan qui associent à la fois des œuvres anciennes et des œuvres contemporaines. Et là, c'est un sujet qui est tout à fait intéressant et fondamental, c'est que tout n'a pas été prévu absolument dans des moindres détails à Versailles. On a pris aussi ce qu'il y avait sur place. Pour illustrer l'histoire de la France, on prend des tableaux qui ont parfois une très grande valeur, disons, artistique, et d'autres qui sont, pour ainsi dire, des véritables croûtes, parce que ce qui compte, c'est d'illustrer l'histoire. Donc se trouve associé, sortir des réserves des tableaux parfois anciens,
parfois aussi anciens et très connus, et d'autres qui sont des commandes contemporaines confiées à des artistes contemporains, parce que tout simplement l'image ne figurait pas déjà dans les collections royales. Il fallait trouver un tableau qui puisse illustrer un événement qui n'avait jamais été représenté. Et ça, c'est un point tout à fait intéressant, parce que en faisant cela, Louis-Philippe se montre protecteur de l'art contemporain. Il commande des œuvres à des artistes, et donc le projet de Versailles n'est pas seulement un projet dynastique et politique et patrimonial, c'est aussi un projet plus largement artistique, d'encouragement des arts. On peut le voir avec quelques tableaux, et notamment un tableau de Claudius Jacquin. Ce tableau de Claudius Jacquin, qui date de 1846, se trouve dans la salle des croisades, et qui illustre ce moment de la prise de Jérusalem par les croisés, par les Templiers en particulier. Alors pourquoi ce tableau est-il si intéressant pour le musée de Versailles? C'est que Jacquin est un artiste contemporain qui expose au Salon des artistes, et cela illustre bien cette volonté de Louis-Philippe, soit de commander des œuvres nouvelles à des artistes, soit alors d'acheter au Salon des œuvres qui pourraient avoir leur place dans le nouveau musée de Versailles. Et cet encouragement des arts est tout à fait considérable. Si l'on compte à la fois le projet architectural, les achats d'œuvres, sculptures et peintures essentiellement, c'est le budget le plus important grevant la liste civile, puisque sur la totalité du règne de Louis-Philippe, on estime à 23 millions de francs, ce qui est une somme absolument considérable, la somme dépensée pour le musée de Versailles, et donc notamment pour cet encouragement des artistes contemporains. C'est le cas de Claudius Jacquin, qui, comme Pradi en sculpture, ou Marocchetti, comme Cognet ou Girardet, comme Blanchard, sont des artistes proches de Louis-Philippe, qui leur commandent des œuvres pour le nouveau musée. Seulement, à côté des œuvres contemporaines, sont placées des œuvres anciennes qui étaient placées ailleurs, et qui sont donc décontextualisées pour retrouver une place qui est celle choisie par Louis-Philippe pour son propre projet. Alors il y a un cas qui est tout à fait exemplaire, c'est une toile du baron Gérard qui représente l'entrée de Henri IV à Paris. Ce tableau de Gérard a été commandé sous la Restauration par Louis XVIII, nous sommes en 1817, et c'est véritablement un tableau de propagande monarchique, puisque l'entrée d'Henri IV à Paris est une allusion en fait à l'entrée de Louis XVIII après les 100 jours à Paris. Et Henri IV est une figure majeure de la communication royale sous la Restauration. Il y a énormément de toiles qui sont commandées pour magnifier le bon roi Henri, qui est une sorte de figure quasiment allégorique de la réconciliation de la nation, ce qui, dans le contexte de la Restauration, est une réconciliation après la Révolution et l'Empire, Louis XVIII voulant apparaître comme le roi réconciliateur, qui a renoué avec la chaîne des temps. Alors ce tableau de 1817, qui est un tableau de la Restauration, qui exprime l'idéologie de la Restauration, eh bien, il est emprunté par Louis-Philippe pour le déposer à Versailles, un tout autre contexte, puisque bien sûr, il ne s'agit plus d'illustrer les hauts faits de Louis XVIII, mais d'illustrer la vie du roi Henri IV. Donc le tableau est proprement dépolitisé pour le repolitiser, mais à des fins qui sont celles choisies par Louis-Philippe dans son musée dynastique et patrimonial. Alors c'est ce même jeu de décontextualisation qui a lieu avec une autre toile qui date également de 1817. Ce tableau également de 1817, pour la galerie de Diane aux Tuileries, représente le frère de Louis XVIII, Louis XVI, à qui la Pérouse présente ses plans d'exploration outre-mer. Alors ce tableau, naturellement, en 1817, comme le tableau de Gérard, il devait montrer l'esprit éclairé des rois d'avant la Révolution. Ce n'est plus du tout le message qui est choisi par Louis-Philippe, lorsque ce tableau est déplacé des Tuileries vers Versailles, où ce moment de l'histoire scientifique de la France est choisi précisément pour cet aspect scientifique et plus du tout politique. Il ne s'agit pas de magnifier le roi Louis XVI, mais de montrer le génie national français à travers non plus ses chevaliers, non plus ses grands écrivains ou ses peintres, mais ses explorateurs. Et c'est à ce titre que la Pérouse trouve sa place dans les galeries historiques du château de Versailles. C'est cette volonté d'associer des œuvres décontextualisées, des œuvres parfois très anciennes qu'on va racheter sur le marché de l'art, par exemple un portrait d'Anne d'Autriche qui daterait du XVIIe siècle,
Associée donc à des œuvres contemporaines, cette entreprise explique assez rapidement, nous arrivons à un total de quasiment 3000 toiles sous la monarchie de Juillet qui sont conservées à Versailles, et c'est une politique d'achat qui se poursuit dans les années qui viennent, jusqu'à la Troisième République, mais avec un sentiment où finalement le musée perd progressivement sa dimension politique pour être véritablement un musée d'art, avec un projet de Louis-Philippe qui nécessairement est démantelé, et c'est le cas notamment à partir de 1896, sur le conservatoriat de Pierre de Nolac, qui va complètement repenser le musée voulu par Louis-Philippe, n'en laissant que quelques traces, restituant certaines salles, redonnant une nouvelle logique au musée d'histoire et au palais même de Versailles qui est présenté pour son décor historique, et non plus seulement, comme le voulait Louis-Philippe, comme un long récit de l'histoire nationale. Donc on peut dire que ce récit voulu par Louis-Philippe, il s'est poursuivi par l'école républicaine, mais finalement assez moins au château, si ce n'est que certaines salles ont été restituées dans leur état Louis-Philippe, parce que justement, ce musée d'histoire de Louis-Philippe de 1837, il est devenu lui-même un objet patrimonial. Ces toiles qui étaient patrimoine dans le musée de Louis-Philippe, ce projet même est devenu un moment de l'histoire, de l'histoire culturelle, de l'histoire politique de la France. Et ce fait que ce musée devienne patrimoine lui-même a une très longue vie, y compris dans ses dimensions politiques. On peut rappeler qu'en 1978, il y a eu un attentat dans la galerie des Batailles par le mouvement indépendantiste breton, parce que ce musée de Versailles, et la galerie des Batailles en particulier, même si c'est la galerie des Glaces qui devait être visée à l'origine, représente aux yeux des indépendantistes l'État colonisateur, l'État centralisateur, et après tout c'était ce que voulait montrer Louis-Philippe, comment la nation s'était construite progressivement par une nation qui porte ses héros et au nom d'un pouvoir central qui est le protecteur de la nation. Cet entrelac entre le patrimoine et le politique reste une problématique qui est extrêmement contemporaine, et on peut songer notamment à cet ouvrage récent d'Alexandre Casironi sur la politique culturelle des États du Golfe Persique. On voit bien que le musée, encore aujourd'hui, le musée d'histoire notamment, et pas seulement, le musée en général, peut rester un lieu, en tout cas il est voulu comme tel, comme un lieu de définition des identités culturelles et politiques, un lieu où l'État-nation cherche à élucider quelle est cette identité et comment cette identité s'est construite à travers le temps. Donc on peut dire que, encore au XXIe siècle, le musée reste un réceptacle de ce que Louis-Philippe a voulu comme projet pour la nation France en 1837, c'est-à-dire de faire un usage politique des images pour définir ce que doit être la nation et comment elle se construit à travers le temps extrêmement long.